Fait que c'est parti. Fait que donc, j'ai tantôt posté de l'information concernant la semaine prochaine. Premier des points, c'est que le cours de la semaine prochaine était prévu pour lundi. Je peux pas, je suis pas disponible lundi. Je l'ai su à la dernière minute. Je l'ai su en fait hier. Mon garçon, il y a un spectacle de musique. Puis c'est en virtuel, oui, mais il faut que j'aille le chercher à l'école après ça. Puis ça tombe en conflit avec les heures de travail parce qu'en tout cas, c'est ça. Fait que c'est raison familiale. Alors, je remets le cours à mardi. Donc, le cours de lundi prochain va être remis à mardi, mais sauf que mardi prochain, il peut avoir grève comme il ne peut pas avoir grève. Fait que s'il y a grève, le cours est en virtuel comme là. S'il n'y a pas grève, moi, j'avais l'opportunité de vouloir le faire à l'école. Donc, j'aurais aimé ça, faire un cours avec vous autres, de faire de la récupération pendant que vous êtes là, de pouvoir vous aider. Tu sais, les règles sanitaires ont baissé pas mal, là, fait que ça ferait en sorte que vous ne seriez pas obligé d'avoir votre masque puis tout ça, là. Fait que je voulais faire un petit sondage, savoir s'il y en a que pour qui, si je fais le cours à l'école, genre de 5h moins 10 à 6h20, pour qui ça complique la vie, là, qu'ils n'ont pas de transport puis que c'est la fin du monde. Parce que dans le fond, ce serait un cours de révision. Là. Il n'y a pas de nouvelle matière, il n'y a plus de nouvelle matière dans le fond à voir. Mais c'est juste dans le fond de m'assurer que la majorité des élèves peuvent. Fait que j'ai-tu des élèves parmi vous autres qui font comme Ah, si tu fais ça à l'école, ça marche pas? Ou dans le fond, qui feraient comme Wow, tu fais ça à l'école, ça va vraiment m'aider. Il y en a-tu qui ont des commentaires à dire là-dessus? Ça serait dans le fond j'ai dit dans le fond 16h50 là, parce que ça sonne à 8h35, fait que vous laissez un 15 minutes pour aller boire de l'eau, manger un petit quelque chose. On commencerait à 5h moins 10 on ferait une heure et demie en fait, jusqu'à 6h20. Mais on le ferait à l'école s'il n'y a pas de grève. Parce que là, à date, il y a de la grève. OK. Mais non, mais c'est plus avoir l'avis des gens que pour qui il y aurait un problème. Puis je le sais qu'il y en a, on sait jamais, il y en a pas avec vous autres que j'ai jamais vu. Puis vu que ça serait dans le fond un cours que je pourrais faire de l'aide individuelle, des fois ça pourrait peut-être plus aider que de le faire en virtuel. Fait que je l'offre. S'il n'y a pas de grève, mardi prochain, mais je vais tout confirmer ça sur Classroom. Vous allez avoir l'information parce que on attend justement des nouvelles de la possibilité de grève puis tout ça. Fait que c'est ça. Deuxième chose, super importante. À part le prochain cours. De toute façon, je vais vous en reparler samedi, là. Parce que samedi, je vais avoir l'information, puis ça, ça devrait être assez clair, à moins que ça change à la dernière minute, on ne le sait jamais. Euh, Vous allez avoir une évaluation de CD1 sous forme de travail. Là, cette évaluation-là de CD1, moi, cette semaine, vendredi, je vais essayer de rejoindre le plus d'élèves possible que je connais, là, parce que des élèves que j'ai déjà, que je connais très bien, qui sont en 5. Mes élèves de 5, je vais vous donner, vous autres, un cahier réponse sous forme de papier. OK? Fait parce que je veux que vous fassiez le travail sur le cahier réponse, mais vous n'aurez pas le questionnaire tout de suite. Les élèves que j'ai pas, donc tous les élèves de secondaire 4 que je connais pas, que je ne vous vois pas, j'aimerais ça vendredi vers midi et demi quand ça va sonner. Moi, je suis dans la salle des profs au deuxième en haut. Laissez-moi un 5 minutes, mais dirigez-vous vers la salle des profs au deuxième, puis attendez-moi sur le bord de la porte. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous distribuer le cahier réponse. C'est super important de l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est sûr que je vais le mettre en disponibilité, en téléchargement. Je vais mettre une note aussi sur Classroom. Je vais envoyer un courriel à tout le monde jeudi pour vous le rappeler, là. Mais venez me voir vendredi midi dans la salle des profs du deuxième étage quand ça va sonner. Je vais vous passer le cahier réponse. Après ça, la semaine prochaine, justement, on a un cours, mardi. À la fin du cours, je vais vous partager le questionnaire. Donc, en ligne, tu vas recevoir le questionnaire de CD1 sous forme de devoir. Fait que dans le fond, c'est une CD1 qui devrait durer 2 heures à faire, 2 heures, 2 heures et demie. C'est comme un examen de fin d'année. Et tu vas avoir jusqu'à vendredi, jusqu'à midi et demi pour le terminer. Fait que dans le fond, tu vas avoir, je vais te laisser comme l'équivalent de 2 jours et demi pour le faire. Fait que toi, tu vas avoir le cahier réponse papier. Fait que tu as le cahier réponse que tu reçois cette semaine. Fait que tu n'as pas d'informations dessus à part deux trois dessins, mais il n'y a pas de données. Tu ne peux rien faire avec le cahier réponse. Par la suite, le cours de mardi prochain, après le cours, je vous envoie l'examen, le questionnaire, parce que je ne veux pas vous aider, là, parce que c'est un examen, fait que ça compte. Vous allez avoir 3 jours pour le faire. Puis vendredi, avant midi et demi, il faut venir me reporter
la feuille, le cahier réponse seulement. Puis ça va me permettre de le corriger. Fait que ça va être votre note de CD1. C'est sûr que ça ne sera pas la note brute parce que j'ai ramassé des notes avant, là, mais je vais me faire une idée, ça va me permettre de me faire une tête puis vous donner, dans le fond, un résultat. Puis c'est sûr qu'il n'y a aucun prof dans l'école qui va pouvoir vous aider avec cette CD1-là. Là. Attendez-vous pas d'avoir de l'aide. Là. Il n'y a personne, 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 vu que ça compte. Puis il y a une note de CD1 puis une note de CD2 que je dois donner à la fin de l'année. C'est sûr que la CD1, elle compte pour 30% de l'étape. C'est pas elle qui compte, c'est pas elle qui va te faire passer ou pas. Là. Ça va t'aider un peu, mais c'est une situation problème qui est quand même assez complexe. Puis samedi, je veux travailler en fonction de la CD1. Fait que samedi, le cours, c'est que je fais des affaires en lien avec la CD1. C'est vraiment le cours de samedi que je fais ça. Puis il faut me remettre ça après ça en version papier vendredi l'autre semaine d'après. Fait que je vais tout mettre l'info sur Classroom avec les dates et tout ça. Oui, Lina, je t'écoute. Ça va être à remettre la semaine prochaine, mais cette semaine, tu viens chercher le cahier réponse. Le cahier réponse, là, c'est parce que l'examen, en fait, ça vient en deux cahiers. Il y a un questionnaire, puis il y a un cahier réponse. Le questionnaire, tu vas le recevoir sur Classroom comme un devoir. Puis le cahier réponse, ben, tu vas avoir dans le fond un cahier réponse qui va être version papier, que tu vas répondre dessus. Tu vas avoir dans le fond, je te le remets vendredi cette semaine, puis vendredi la semaine prochaine, je vais le ramasser. Moi, je vais corriger uniquement ce que dans le cahier réponse. Vous ne me l'envoyez pas par courriel ou whatever. Là. Vous me le redonnez vendredi la semaine prochaine, c'est-à-dire le 18 si je ne me trompe pas. Ça Fait que dans le fond, le cahier réponse, tu vas avoir comme 3 jours pour le travailler parce que dès qu'on finit le cours de mardi la semaine prochaine, je vous donne le questionnaire. Fait que tu vas avoir mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, ben, dans la journée aussi si tu as du temps, là. Puis vendredi jusqu'à midi et demi, jusque dans le fond à la fin de la deuxième période pour me remettre tout ça. Moi, après ça, je corrige, je mets une note, puis après ça, vous faites la CD2 le 22, puis je corrige, je mets une note, puis après ça, je vous dis party ou ben c'est ça. C'est bon? L'examen, il a été reporté au 22. Je l'avais dit, je l'ai mis sur Classroom l'information. Je l'ai dit au dernier cours aussi. C'est le 22, c'est le mardi 22 au matin à l'école. OK, le 19, c'est rendu un cours de préparation à l'examen. Fait que j'ai gagné du temps. Je voulais avoir un cours de plus parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment de pratiquer beaucoup, 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 beaucoup. Puis le fait de le faire après le 19, ben, ça va vous ôter la pression, ceux qui ont des examens la semaine prochaine. Là. Fait que tu vas avoir du temps juste te concentrer sur tes maths SN. Oui, Ishamina, je t'écoute. Non, non, mais regarde le calendrier, je parle de cette semaine. Vendredi cette semaine, vendredi le 11, je remets le questionnaire à l'école. Je vais envoyer un courriel à tout le monde. Vous allez tout le monde recevoir un courriel comme jeudi soir ou vendredi matin de ne pas oublier de venir me voir dans la salle des profs, à part les élèves de 5 qui vont déjà l'avoir le matin. Là, je vais les voir, eux autres, parce que je les connais. Puis le 18, il faut me remettre ça. Fait que moi, le 15, fait que, fait que tu comprends? Fait que c'est entre le 11 et le 18. Fait que je te remets le questionnaire, le 11, puis le 18, tu me remets le questionnaire, puis le 15, tu vas avoir dans le fond le questionnaire, le cahier réponse, puis le 15, tu vas avoir le questionnaire. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis je vais tout écrire ça sur Classroom. Là. Je ne l'ai pas écrit, là, mais je voulais vous en parler avant. Fait que je vais tout écrire l'information, puis je vais vous repoker avant, là, vous envoyer de l'information en disant Hey, oubliez-moi pas dans la salle des profs vendredi. Puis si vous l'oubliez à la limite, ben vous le téléchargerez puis vous l'imprimerez parce que je ne vous cours pas après la semaine d'après. Vu qu'il y a grève lundi, mardi, mercredi, je serai probablement pas à l'école. S'il n'y a pas grève, ben viendrez chercher le cahier réponse lundi. Ça va me faire plaisir de vous le donner lundi ou mardi, là, mais je ne jouez pas là-dessus avec la possibilité qu'il n'y ait peut-être pas grève, on ne le sait pas. Est-ce que l'autre question par rapport à tout ce que j'ai dit, j'avais plein d'infos à dire, puis c'est fait. Good! Alors, plan de match aujourd'hui, je fais un retour sur le devoir du dernier cours qui était quand même un beau petit devoir, puis qui était à remettre aussi. Donc, je partage mon écran, puis je vais le corriger, puis je vais mettre le corrigé en ligne par la suite parce que c'est important de fournir les explications. Il y avait des questions faciles, il y avait des questions moins faciles, il y avait des questions qui se faisaient par essai-erreur, comme le numéro 1 se faisait par essai-erreur. Donc, oui, le numéro 1, c'est vrai qu'il se faisait par essai-erreur. Quelqu'un qui aurait répondu que le maximum, c'est 2 mètres parce qu'il a fait de l'essai-erreur en disant ben, je remplace X par
1, je remplace X par 2, je remplace X par 3, je fais des... Ça marche, OK? Mais quand tu fais de l'essai-erreur dans un examen final, ça te prend 2 essais qui ne marchent pas, puis le troisième essai, il faut qu'il marche. Fait que si, mettons, tu arrives du premier coup, invente des essais qui ne marchent pas. Fait que je veux juste dire que quelqu'un qui l'aurait réussi par essai-erreur, qui se comprend, que c'est très clair, ben arrangez-vous pour expliquer que vous l'avez fait par essai-erreur. Faites pas juste marquer réponse 2. S'il n'y a aucune démarche, ben, au niveau des points, ouch! Okay, je ne peux pas donner de points au niveau de la compréhension. Il y a 20 points, il y a 20% de la note que c'est pour la réponse. Fait que 80% de la note, c'est pour les explications. Tu n'as pas d'explication, tu as 2 sur 10, même si c'est la bonne réponse. Okay, je me fais à la grille de correction. Donc, si je le fais algébriquement, parce que ça ressemblait un peu au problème du tigre, la première chose à faire ben, là-dedans, c'est de trouver les mesures des côtés. Fait que ce côté-là, à l'intérieur de la piscine, puis là, il y a une équation, ça j'en suis conscient, mais le côté qui est ici à l'intérieur de la piscine, il vaut 20 moins 2x. Pourquoi moins 2x? Parce que j'ai un x ici, puis je me trouve à avoir un x de l'autre côté. Le côté ici, qui est la hauteur de la piscine, elle vaut 14 moins 2x, parce que chaque contour aussi, encore une fois, c'est x, même si ça n'a pas l'air d'avoir la même mesure. Et là, nous autres, on disait là-dedans que la piscine, qui est la partie en blanc et non la partie en gris, elle doit occuper au moins 160 mètres carrés. Fait qu'il y a l'inéquation à faire là-dedans, mais en fait, on va le faire comme une équation, puis après ça, on va gérer la réflexion sur le problème d'inéquation. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais faire une multiplication. Je vais multiplier mes deux binômes qui sont 20 moins 2x puis 14 moins 2x. Puis moi, je vais m'assurer que ça donne 160. Fait que je me dis, pourquoi ne pas partir avec tout simplement 20 moins 2x multiplié par 14 moins 2x. Il faut que ça donne égal à 160. Là, ce que je vais faire, je vais multiplier mes deux binômes ensemble, ce qui va me donner 280 moins 40x moins 28x plus 4x au carré est égal à 160. Fait que ce que j'ai fait 20 fois 14, 20 fois moins 2 fois 14, puis moins 2 fois moins 2. Je vais envoyer le 160 de ce côté-là ici, ce qui va me donner, puis là je fais moins 160 de chaque côté en passant, là. Fait que ça va me donner 120 moins 68x, parce que j'ai mis le 40 puis le 28 ensemble, plus 4x au carré est égal à 0. Je vais replacer mes termes dans le bon ordre parce que ça va mieux faire de la factorisation ou la formule quadratique quand on est dans le bon ordre. Fait que je vais placer ça comme étant 4x au carré moins 68x plus 120 est égal à 0. Là, on a deux choix. On peut factoriser ou on peut prendre la formule quadratique. Mettons, pour le plaisir, je prends la formule quadratique. Pourquoi pas? Parce que je l'ai faite en factorisant. Alors, la formule, c'est moins b. Donc, ça va faire plus 68 plus ou moins racine de b carré, donc de 68 au carré. Je ne prends pas le moins parce qu'on le met au carré de toute façon, fait que ça ne change absolument rien. Moins 4ac, moins 4 fois 4 fois 120. Divisé par 2a, donc divisé par 8. Alors, je calcule la racine carrée en premier. Alors, je ne l'ai pas faite, fait que 68 au carré, moins 4 fois 4 fois 120. Ça donne 2704, la racine carrée de 2704 qui fait 52. Fait que je me ramasse avec plus ou moins 68, plus 68, désolé, plus ou moins 52 divisé par 8. Fait que je vais avoir deux réponses différentes. Fait que si je fais 68 plus 52, ça me donne 120 divisé par 8, ça me donne 15. Donc, x peut être égal à 15. Et si je fais 68 moins 52 qui fait 16 divisé par 2, ça me donne 2. Fait que j'ai deux réponses différentes. Le x peut être égal à 15, le x peut être égal à 2. Sauf que là, on se dit, ouais, mais si x vaut 15, ça n'a comme pas d'allure, parce que 20 moins 2 fois 15, ça donne moins 10. Ça donne une réponse négative. 14 moins 2 fois 15, ben, ça donne moins 16. Fait que je ne peux pas avoir x qui vaut 15. Donc, la valeur de 15, je dois la rejeter dans le contexte. Fait que ça ici, on rejette. On rejette. Fait que je n'ai pas besoin du 15. Le 2 mètres. Ben, le 2 mètres, en fait, c'est la valeur que le x peut prendre quand la largeur, quand dans le fond, la piscine, elle vaut 160 mètres carrés, pas le au moins. C'est quand ça vaut 160 mètres carrés. Ça veut dire, dans le fond, que si je fais ça ici, ça vaut 2 mètres, ça vaut 2 mètres, ça vaut 2 mètres, puis ça vaut 2 mètres, bien, ça veut dire, dans le fond, que l'intérieur de la piscine va valoir, en réalité, 14 moins 2 fois 2, donc 10 de haut,
je vais le marquer avec les bons chiffres, puis 20 moins 2 fois 2, ben 16 de large. Puis 16 fois 10, ben ça donne 160 mètres carrés. Mais nous autres, on dit qu'on veut occuper au moins 160 mètres carrés. On veut que ça soit le minimum. Fait qu'en réalité, c'est comme si j'avais pris un plus grand ou égal dans mon inéquation. Fait que ça veut dire que ma piscine, elle peut être plus grande. Donc, le x, il faut qu'il soit plus petit que 2. Parce que si le x est plus grand que 2, ben ma bordure de béton alentour de ma piscine va être plus grande, donc ma piscine va être plus petite. Puis on veut que ma piscine soit au moins 160 mètres carrés. Oui, Lina, question. Ou Samuel, je ne sais pas qui a levé sa main. Samuel, oui, Samuel. Ouais, moi j'ai fait quelque chose d'autre, j'ai pas fait les 16 ou 10, mais en réalité j'ai même pas fait ce que vous avez fait, juste parti par logique. Oui, mais ça, c'est par essai-erreur. Si tu fais par logique ou essai-erreur, je te l'ai dit tantôt, ça prend absolument deux essais qui ne marchent pas, puis un troisième essai qui marche. Ça, c'est super important parce qu'il faut voir ce que tu as essayé. C'est pour ça qu'on appelle ça essai-erreur. C'est légal de faire ça par essai-erreur, mais ça prend des traces de démarche claires. Donc, deux essais qui ne marchent pas, un essai qui fonctionne. Ah, ok, Puis, de toute façon, tu me l'avais montré aujourd'hui en classe que ce que tu avais essayé. Puis, j'avais dit, pas de problème. Tu peux y arriver en essai-erreur parce que on veut trouver deux mesures qui donnent 160 puis qui respectent les conditions. Ben, quelqu'un qui fait de l'essai-erreur puis qui arrive à 16 et 10 puis il dit, ben, c'est 16 et 10 qui donne au moins 160, c'est parfait. Mais il faut comprendre c'est quoi la question. La question, c'est détermine les mesures possibles de la largeur du trottoir de béton. Fait que la réponse, c'est X vaut au maximum 2 mètres. c'est comme ça qu'il faut répondre? Ben, tu peux répondre comme ça ou tu pourrais répondre que X est plus petit ou égal à 2 mètres. Ça aussi, c'est bon. OK? Fait que tu dis, dans le fond, le pire du pire, la largeur la plus large, c'est 2 mètres. Tu peux répondre ça. Tu peux répondre aussi que X est plus petit ou égal à 2 mètres. Fait que ça peut être égal à 2, mais ça peut être 1 mètre aussi. Si c'est 1 mètre, la piscine va juste être plus grande. Mais ça prend une bordure de béton pareil. Oui, Kevin. Est-ce que la réponse aurait peut-être un intervalle? Oui, tu peux répondre par intervalle, donc tu pourrais répondre. Naturellement, on va supposer qu'on va répondre de zéro non compris parce qu'on veut quand même un intervalle de béton. Donc, il va être hyper petit. Donc, parce que ça ne dit pas là-dedans qu'on veut un minimum d'intervalle, mais ça ne peut pas être de zéro. Donc, de zéro à 2 compris. Donc, si tu réponds ça, c'est super bon aussi. Est-ce que d'autres questions? Alors, ça, c'était pour la première question. La deuxième question, puis ça c'est une question, c'est important de savoir ça, d'être à l'aise avec ça pour l'examen. Là. Je ne fais pas des questions qui servent à rien, là. Je fais vraiment des questions qui sont super importantes de bien comprendre. Question numéro 2, c'était la question avec André. Puis là-dedans, on disait de trouver les dimensions exactes du bac. C'était un petit peu plus dur à faire par essai-erreur. Fait que faut que ça soit un rectangle. Fait que je vais dessiner un rectangle parce que c'est ça qu'on dit qu'il faut que ça soit en premier. Alors, c'est un rectangle. Dans le rectangle, là-dedans, ce qu'on donnait comme indication, on disait que la diagonale mesure 7,5. Donc, la diagonale, c'est ça ici, dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça mesure 7,5. Puis, on disait que le périmètre doit être de 21. Fait que mes deux côtés, je peux les appeler x, y. Fait que le périmètre, ben, c'est 2x plus 2y. Il faut que ça soit égal à 21. Puis, la diagonale, ben, c'est un triangle rectangle. Fait que je peux faire un Pythagore et dire que x au carré plus y au carré est égal à 7,5 au carré. J'ai le droit de dire ça. Alors, je me ramasse avec un système d'équations du deuxième degré, un système d'équations mixte dans lequel on peut faire soit de la comparaison, soit de la substitution, mais dans lequel on ne peut pas faire de réduction. OK, on ne peut pas faire de réduction là-dedans. Alors, idéalement, pour faire ce problème-là, ce serait peut-être une bonne idée, par exemple, d'isoler le y ici, puis de le remplacer, faire une substitution, ça nous aiderait. Parce que faire une comparaison là-dedans, c'est comme pas évident, puis vous allez vous ramasser avec des racines carrées, puis des affaires que ça ne tente pas d'avoir. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais isoler le y. Fait que je vais me ramasser donc, je vais diviser tout le monde, ben je vais envoyer le 2x de l'autre côté. Ça va faire 2y est égal à 21 moins 2x, puis je vais diviser tout le monde par 2, ce qui va faire que y est égal à 10,5 moins x. Ça, c'est la valeur de mon y ici de la première équation. Par substitution, je vais remplacer le y ici par la valeur du y ici. Donc, ça va me donner l'équation suivante. Ça va me donner x au carré plus 10,5 moins y au carré
est égal à 7,5 au carré, qui donne en réalité 56,25. Je vais développer ma parenthèse. Là, il faut se souvenir de la chose suivante. C'est que si je fais 10,5 moins y au carré, c'est la même chose que faire 10,5 moins y fois 10,5 moins y. C'est la même affaire. Donc, je fais parenthèse fois parenthèse de cette façon-là. Ce qui va me donner la chose suivante, ce qui va me donner 10,5 fois 10,5 qui donne 110,25. 10,5 fois moins y qui fait moins 10,5y. Moins y fois 10,5 qui fait moins 10,5y. Puis moins y fois moins y qui donne y à la 2. Ça se peut être fait à la place de ça. Là, les gens qui auraient fait moins y plus 10,5, ça revient au même au carré. Alors là, on va se ramasser avec ça qui va revenir dans la partie bleue en dessous. Donc, je me ramasse avec... puis là, j'ai fait une erreur. Là. J'ai remplacé y par 10,5 moins x. Là, j'ai dit des y partout, mais c'est des x qui sont là en réalité. Là. Fait que désolé, c'est mon erreur, c'est des x partout. Parce qu'on a remplacé y par 10,5 moins x et non moins y. OK? Donc, ça ici, ça se trouve être un x. Alors, je remplace, ça va faire x au carré, plus 110,25, moins, moins 10,5x moins 10,5x, ça fait moins 21x, plus x au carré, moins 56,25 égale à 0. Dès que tu as des x au carré, là, tu sais que ton équation va être égale à 0. Je mets tout ça, tous les termes semblables ensemble. Fait que des x au carré, j'en ai 2. Ça fait 2x au carré, moins 21x, plus 110,25 moins 56,25, ça donne 54, est égal à 0. Là, je me trouve à avoir un binôme. Puis là, je vais le faire pas par ça. Ben là, je ne ferai pas la grosse Bertha parce que je l'ai faite tantôt. Je vais le faire différemment. Alors, je vais factoriser. Je me dis, ben, j'ai deux nombres dont la somme est égale à moins 21, dont le produit est égal à 108. Alors, mes deux nombres, ça se trouve à être moins 12 et moins 9. Alors, je factorise par somme produit. Il faut s'en souvenir de ça, hein, parce que il y en a à l'examen. Alors, ça va me donner 2x au carré, moins 12x, moins 9x, plus 54 est égal à 0. Ici, je vais faire ma mise en évidence double. Donc, je mets 2x en évidence. Ça fait 2x, il me reste x moins 6. L'autre côté, je mets moins 9, il me reste x moins 6 est égal à 0. Donc, j'ai 2x moins 9, j'ai x moins 6, le tout étant égal à 0. Alors, je vais faire mes deux conditions. Solution 1, soit que j'ai 2x moins 9 est égal à 0, donc je vais avoir 2x est égal à 9, donc x est égal à 4,5. Et solution 2, que je vais faire d'une couleur différente parce qu'on ne veut plus grand-chose, x est égal à 6, là, c'est assez évident. Fait j'ai x moins 6 qui vaut 0, donc x est égal à 6. Alors, j'ai mes deux réponses. Là, ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu dis, ouais, on va les essayer. Ben, quand on remplace x ici par 4,5, on trouve que y vaut 6. Puis quand on remplace x par 6, on trouve que y vaut 4,5. Fait qu'on se dit, ma foi, les deux réponses, ils me donnent le contraire. Fait que c'est bien correct de même. Ça ne crée pas d'ambiguïté. Fait que ça veut dire que la longueur, techniquement là-dedans, on pourrait dire que le x, par exemple, ici, est égal à 4,5. On pourrait dire que le y va être égal à 6. Si je fais un Pythagore avec 4,5 puis 6, ça me donne effectivement 7,5. Et si je fais le périmètre, 4,5 plus 6 qui donne 10,5 plus 10,5, ça donne 21. Donc là-dedans, les dimensions, la réponse, ça devrait être 6 par 4,5 mètres. C'est des mètres. Donc, ça serait ma réponse finale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au numéro 2, qui était encore une question de mathématiques avec des paraboles, ben pas des paraboles, des équations du deuxième degré, de la factorisation, de la résolution d'équations, bref. Oui, Kevin, y avait-tu une question? Ou tu n'avais pas baissé ta main? Ben oui, techniquement, tu peux le faire par essai-erreur, mais c'est parce que ce qui est plus difficile là-dedans, c'est que quand tu te ramasses avec des nombres à virgule comme réponse, ça se peut que tu fasses de l'essai-erreur longtemps. OK, mais
Mais je te dis oui, si tu le fais par essai-erreur, même condition que tantôt, ça me prend deux essais qui ne marchent pas, tu en inventes. Si tu es arrivé au deuxième essai directement, tu m'inventes un essai qui ne marche pas, puis le troisième qui fonctionne, parce que si ça respecte les contraintes, c'est super. Mais si je décide de te mettre, mettons, un problème comme ça, où que le X en réalité, il vaut 4,21, puis le Y vaut 6,775, ça se peut que tu niaises longtemps avant de trouver la bonne réponse. Fait qu'il ne faut pas trop se fier sur l'essai-erreur, quoique je te dirais souvent les questions ministérielles de fin d'année sont souvent faites pour avoir des quand même pas pires chiffres là, qui sont quand même relativement jolis. Fait que c'est assez rare qu'on te mette de la scrap là, comme dimension. Puis on est dans un contexte aussi un peu de vie courante. Là. Je veux dire, son épouse, même si elle vérifie ses habiletés mathématiques, elle n'ira pas faire chier le peuple en mettant racine de 23 puis 15,4637 là. OK? Fait que oui, oui, par essai-erreur, moi je l'accepte, à condition d'avoir ce que j'ai dit tantôt. OK? D'avoir deux essais qui ne fonctionnent pas, puis un essai qui est bien, puis il faut que ça soit vraiment bien expliqué, que c'est de l'essai-erreur, que ça soit vraiment clair. Y avait-tu d'autres questions? Lina, t'avais-tu une question parce que ta main est levée ou t'avais juste oublié de la baisser? Lina? Bon, c'est ça. Alors, le numéro 3, division. Division super important, gang. On a fait au début de l'année, au début de l'année, au mois d'août, pas au mois d'août, au mois d'avril, mais il ne faut pas l'oublier la division parce que c'est important. C'est sûr que tu as une division à l'examen final. C'est certain, je l'ai vu, je m'en souviens, fait qu'on en pratique. C'est pas super dur, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, ta division, on a 2x à la 3, plus 27x à la 2, plus 102x, plus 112 qui est divisé par x plus 8. Alors, quand je fais la division, je me dis au départ, x rentre combien de fois dans 2x à la 3? Ben, ça rentre 2x à la 2 fois. Pourquoi? Parce que 2x à la 2 fois x donne 2x à la 3. Mais si je fais ma multiplication ici, il faut que je la fasse aussi ici. Alors, 2x fois 8, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne 16x à la 2. Je soustrais. Ici, ça arrive à 0. 27 moins 16 x au carré, ben, ça me donne 11x au carré. J'abaisse le reste. Donc, plus 102x, plus 112. Je continue. X rentre combien de fois dans 11x au carré? Ben, ça rentre 11x fois. 11x fois x qui donne 11x au carré. 11x fois 8 qui donne 88x. Je soustrais. Ça me donne 0. 102 moins 88 qui me donne ici 14x. J'abaisse le 112. Et je recommence. X rentre combien de fois dans 14? Ben 14 fois. 14 fois x, 14x. 14 fois 8, ben ça donne 112. Je soustrais et j'arrive à 0. Donc ma réponse finale, la réponse, c'est dans le fond ici, c'est le 2x au carré plus 11x plus 14. Si mettons tu as un doute, on va dire tu veux l'avoir bon cette question-là, tu dis hey, je la comprends la division, je veux m'assurer d'avoir la bonne réponse, prends juste le temps de faire une validation. Quand je parle de faire une validation, là, valider, ça veut dire dans le fond, tout simplement que tu prends ta réponse, 2x au carré plus 11x plus 14, puis tu la multiplies par x plus 8 pour voir si ça va donner la même affaire. Donc, c'est sûr, ça peut avoir l'air affreusement long de faire ça, mais tu sais, juste de prendre une minute de faire tout ça ici comme ça, de valider, ben ça va te permettre de savoir si tu t'es trompé ou pas. Là, j'ai fait une ligne de trop en haut, là, mais le but de valider, c'est vraiment de vérifier est-ce que ça donne ce qu'on voulait avoir. Fait que prends la peine de le faire. Ça va pour le numéro 3. Numéro 4, on voulait simplifier à sa plus simple expression l'expression suivante. Donc, on avait un petit peu de factorisation, surtout dans cette partie-là à droite. Donc, dans cette partie-là, ici, on a une mise en évidence simple. Fait qu'on se ramasse, en fait, je vais le marquer au-dessus, là. On se ramasse avec 3 fois x plus 9. Puis en bas, on se trouve à avoir un trinôme carré parfait. Souviens-toi d'un trinôme carré parfait, c'est que le premier terme, c'est un carré parfait. Le dernier terme, c'est un carré parfait. Le terme du centre, c'est 2 fois la racine du premier terme fois la racine du dernier terme. Donc, 2 fois x fois 9, ça donne effectivement 18. Alors ça ici, ça se trouve à être x plus 9 fois x plus 9. J'aurais pu écrire x plus 9 au carré, mais c'est ce que ça donne. Donc, quand je réécris le tout, juste pour le fun, je vais avoir x sur x plus 9 plus
3 fois x plus 9 sur x plus 9 fois x plus 9. OK? Là, j'ai tout simplement réécrit le tout après avoir fait ma mise en évidence simple ici, puis ma factorisation par, voyons, c'est un trinôme carré parfait. Donc, je me dis, hey, est-ce que je peux simplifier? Non, j'ai un plus. Ben, en fait, oui, tu peux simplifier, mais cette partie-là, tu peux simplifier les termes dans cette partie-là entre eux, puis tu peux simplifier les termes dans cette partie-là entre eux. Mais je ne peux pas simplifier les termes de la partie rouge avec la partie orange. Je n'ai pas le droit. Donc, ce que je vais faire, je vais simplifier le x plus 9 avec ce x plus 9-là. J'ai le droit de faire ça, parce que je travaille uniquement dans la partie orange. Alors, ce que je vais faire, je vais réécrire mon équation. Mon équation, c'était toujours x sur x plus 9 plus 3 sur x plus 9. Et là, je me dis, hey, j'ai une somme qui est sur le même dénominateur. Donc, c'est sur le même dénominateur, ben, je vais me ramasser avec x plus 3, qui est le numérateur, le tout étant sur le dénominateur commun sur x plus 9. Et là, ça ne se réduit pas davantage et c'est ma réponse finale. Kevin, question. Si j'avais mis mon x plus 9 à droite, en bas à gauche sur 2, à la 2, Ouais. j'avais mis mon x à la 2, j'aurais pu les additionner tout de suite et après enlever mes. Oui, ben le danger, là, je sais, parce que j'ai jasé avec ça avec du monde qui l'ont fait, qui m'ont questionné, là. Si tu fais dans le fond x fois x plus 9 sur x plus 9 au carré ici, plus 3 fois x plus 9 sur x plus 9 au carré, tu te ramasses avec ça dans le fond, là. C'est ça que tu as fait? C'est ça. Parce que c'est la seule façon de pouvoir raisonner différemment. C'est au lieu de simplifier ici, ben, ou d'avoir x plus 9 fois x plus 9 ici, là, je peux le changer de cette façon-là. Puis ici, dire que j'ai x plus 9 fois x plus 9. Là. Parce que, vois-tu, je pars de ça, de ce que j'avais, puis tu peux dire je le mets sur le même dénominateur en rajoutant ça. J'ai le droit de faire ça. OK, mais si tu le fais, mais faut que tu le fasses au numérateur pour au dénominateur. Mais le danger là-dedans, c'est que ben, ça va te donner quelque chose, puis tu vas avoir de la misère après ça de te débarrasser du x plus 9 qui est en haut, puis celui qui est en bas dans cette partie-là. Fait que, idéalement, il fallait faire un tour de passe-passe avant, puis le savoir. Il fallait savoir qu'il fallait se débarrasser des x plus 9 qui étaient ici, là, ceux-là. Là. C'était comme un peu trop. C'était ça, c'était un peu chiant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce numéro-là? Je m'en vais faire maintenant le numéro 5. Le numéro 5, belle question de parabole. Là-dedans, tu avais une équation d'une parabole avec un sommet, avec un point. Et là, c'est cool parce que le point A et le point C sont à la même ordonnée. Fait que la première étape, c'est d'aller voir le point C. Dire, hey, le point C, il est à quelque chose, virgule 24. Pourquoi virgule 24? Ben, il est sur une droite horizontale. C'est marqué ici que c'est une droite horizontale. Donc, on a la même ordonnée. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a le sommet. Fait que si tu comptes de ici jusqu'au sommet, on a 4 unités. Si je compte de ici jusqu'à l'autre point, on va aussi avoir 4 unités. Fait que le point C vaut 7,24. En partant, on est capable de dire ça parce que c'est symétrique. Il y a un axe de symétrie qui passe au sommet, donc je suis capable de dire que le point S est au milieu du point A et du point C. Ça, c'était une des premières étapes qu'on pouvait faire. Oui, Samuel? Mais si on ne le voit pas, on peut aller dans la technique normale si Ouais. et là on remplace et tout ça. Là. Oui, ben on n'a pas le choix de trouver la règle pareille. Mais c'était juste une façon facile de le faire. Mais c'est parce que sinon, il faut trouver la règle, il faut remplacer y par 24 pour trouver le x. Ce qui est quand même pas mal plus long. OK? Donc, la première étape, là, c'était pas une étape, ça, c'était juste une observation, mais on peut le faire différemment. Mais si on veut sauver du temps, je trouvais que ma première étape était haute. Donc, on travaille sur la parabole. On a une parabole avec le sommet et un point. En fait, maintenant, on a deux, mais mettons, on prend la parabole avec le sommet et le point. On peut prendre la forme canonique. Donc, la forme canonique de la parabole, c'est f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. J'ai mon sommet ici qui se trouve être mon hk. J'ai un point ici qui s'appelle le point x, virgule f de x. Je remplace tout ça. Ça va me donner 24 est égal à a fois moins 1, moins 3 au carré, moins 8. Donc, j'ai remplacé le x, le f de x par moins 1, 24. J'ai remplacé le hk par 3, moins 8. Et là, tout ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est de réduire le tout. Ma parenthèse ici, le moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Au carré, ça donne 16. Fait qu'ici, ça me donne 16a. Moins 8 est égal à 24.
Je peux envoyer mon 8 de l'autre côté, donc je vais faire plus 8 sur les deux côtés. Ça va me donner 32 est égal à 16A. Je divise par 16. Le A est égal à 2. Donc, si le A est égal à 2, je sais que ma règle, c'est f de x est égal à 2 fois x. Là, il faut remarquer les bons chiffres à la bonne place. X moins 3 au carré moins 8. C'est ça la règle de la parabole. Quand tu marques la règle, il faut laisser le x là quand même. Fait que là, on a la règle de la parabole. Fait qu'on est capable de trouver la deuxième étape, l'ordonnée à l'origine. Ce point-là, là, le point B, c'est 0, elle ne sait pas. Fait que la deuxième étape, c'est de dire si x est égal à 0. Fait que je vais remplacer x par 0. Ça va me donner 2 fois 0 moins 3 au carré moins 8. Fait que 0 moins 3 au carré, ça donne 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 8, ça donne 10. Donc tout ça, c'est 10. Alors le point B est à 0,10. Fait que là, rendu là, la vie est belle. Mais on n'a pas fini, parce qu'il faut trouver l'aire du triangle CBS. Donc, il faut trouver l'aire d'un triangle. Là, tu as plein de façons de faire la job. Alors, il y a des élèves qui ont probablement dit, ben, je vais trouver la distance entre BC, la distance avec CS, la distance avec BS, puis faire une formule de Héron. C'est super. Si tu fais ça, ça devrait te donner 84. Moi, j'ai fait la méthode de l'encadrement que je vous ai montré au dernier cours parce que je trouve ça trop facile de faire l'encadrement. Fait que je vais vous le rappeler parce que c'est une technique qui est quand même cool. Fait qu'on prend dans le fond un rectangle, on encadre tout simplement notre triangle dans le grand rectangle. Dans le grand rectangle, on a maintenant trois rectangles. On a le rectangle, ben, trois triangles. Le triangle 1, le triangle 2, le triangle 3, qui sont trois triangles rectangles. Fait que c'est basse fois hauteur en passant. Je vais trouver maintenant les dimensions de mon grand rectangle. Fait que mon grand rectangle part ici au point B, donc il part à 0, puis il s'en va jusqu'à 7. Alors j'ai une dimension ici de 7 en largeur. Puis le minimum part de moins 8 jusqu'à 24, donc j'ai une hauteur de 32. Ça veut dire que pour trouver l'aire, ben l'aire du rectangle, ça va être 7 fois 32, qui va me donner 224. Fait que l'aire du rectangle, c'est 224. Après ça, je vais trouver l'aire du triangle numéro 1. Le triangle numéro 1 qui est ici, je vais prendre des mesures en bleu. Il mesure 7 par de 10 à 24, c'est 14. Fait qu'il mesure 7 par 14. Fait que si je fais mon calcul, je vais faire 7 fois 14 divisé par 2 parce que c'est un triangle. Ça donne donc 49. Je fais maintenant l'aire du triangle numéro 2. L'aire du triangle numéro 2 est ici. On part de 3 à 7, donc on se trouve à avoir une largeur qui vaut 4. La hauteur, c'est 32. Donc, je vais faire 4 fois 32 divisé par 2 qui donne 64. Et finalement, je peux trouver l'aire du triangle numéro 3. L'aire du triangle numéro 3, ben, ça mesure ici de 0 à 3, ça mesure 3. Je vais le marquer en bleu. Et de moins 8 à 10, ben, ça mesure 18 de haut. Ouais, 18 de haut. Fait que donc, j'étais juste pas sûr. Mon calcul va être 4 fois 18 divisé par 2, ce qui me donne 27. Je soustrais 224, moins 49, moins 64, moins 27, qui me donne tout simplement 84. Donc, la réponse, c'était 84 unités carrées. Mais c'est arrivé à 83.999, 84.002, là, c'est super bon. Si tu l'as fait par distance, c'est super bon. Si tu l'as fait en faisant barre à distance d'un point à une droite, puis après ça, faire basse fois hauteur divisé par 2, ce qui est super long, là, ça devrait te donner aussi 84. C'est juste pas mal plus long. Mais la méthode la plus simple, c'est vraiment l'encadrement. Là, cette valeur, on n'en parle pas assez de cette méthode-là qui est vraiment cool parce que c'est juste de travailler sur les aires puis de compter des petits carreaux, là, compter des distances horizontales puis verticales. Fait que tu l'as fait de d'autres façons, puis tu es arrivé à 84. Moi, je suis bien content. Samuel, question. La technique des paresseux, ça. Oui, monsieur, la technique du paresseux. La technique du paresseux, là, c'est que tu t'accroches à une branche puis tu bouges pas. Fait que ça va pour ça? Fait que ça, c'est. Oui, ben, je vais mettre le devoir, le corrigé du devoir, je vais le mettre en ligne, Thomas. Fait qu'il n'y a pas de pression, là.
Fait que tantôt, il va être en ligne là, de corriger du devoir. Même, j'ai un corrigé qui est plus propre que celui-là. Là. Lui, je suis en train de l'écrire au fur et à mesure, mais j'en ai fait un super beau. Fait que juste sauvegarder en PDF, puis il va être en lien dans ben, à la fin du cours, je vais mettre ça en lien en même temps que la vidéo. Fait que ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au devoir? Parce que je ne vous en donne pas aujourd'hui de devoir obligatoire. De toute façon, j'en donnerai plus jusqu'à l'examen. C'était le dernier devoir obligatoire parce qu'après ça, le prochain devoir obligatoire, en fait, c'est la CD1. Fait que la CD1, ça va remplacer un peu, puis là, on va être en mode pratique. Fait que ce qu'on va faire pour les prochains cours, on tombe dans le mode pratique du cahier. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Si vous ne l'avez pas, ben, vous avez sur Classroom le cahier en version PDF. Fait que je vais juste aller chercher ça, ça sera pas long. Puis je vais l'afficher à l'écran, là, ça sera pas long. Donc on partage une fenêtre, cette fenêtre-là. Donc le cahier, ceux qui cherchent le cahier, là, si vous allez voir, j'ai mis ça en ligne. Je les ai mis en ligne à un moment donné. Ah, j'ai mis ça en ligne le 26 mai. Donc, quand tu vas voir le 26 mai, j'ai mis plein de questions en ligne. En fait, j'ai mis 3 documents PDF en ligne. Aujourd'hui, moi, je vais travailler dans les pages 5 à 31, donc dans le premier document. Puis, on va travailler principalement sur les petites questions à choix multiples aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, là, on fait des questions de base. Mais je vais sélectionner les questions. Fait que je n'irai pas dans l'ordre. Je vais y aller un peu désordonné. Donc, dans la partie du cahier de 5 à 31, si tu as déjà commencé à en faire, c'est super. Puis, tu peux aussi déjà, si tu veux me poser des questions, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au cahier? Y avait-il des choses avant que je parte là-dedans à faire de la révision, des choses que vous voudriez poser comme question, de choses que tu as essayées puis tu ne comprends pas? Y a-t-il des questions en d'autres termes? Sur le cahier? Ouais, dans le cahier, des gens qui auraient fait des affaires dans le cahier puis qui auraient des questions là-dessus. Non. Alors donc, dans le cahier, on va partir à l'examen 1. Je ne sais pas original, on va aller directement au numéro 1. Puis là, je vais vous donner des trucs. OK? Je le sais que ça peut avoir l'air décourageant de se taper le cahier au complet. OK, là, c'est conseil de pro, là, conseil de prof. Euh, un truc qui est super intéressant dans le cahier, si tu veux être efficace, OK? La première chose à faire avant de te taper des questions comme une poule pas de tête qui rentre dans un poulailler, qui s'en va un peu n'importe comment, puis qui rentre des murs, là, ben, fais juste lire les questions, puis déterminer ça parle de quoi. Puis on va faire l'exercice des 6 premières questions. Fait que, puis ça, c'est super formateur. Juste de savoir de quoi ça parle. Je veux même pas qu'on réponde à la question, juste savoir de quoi ça parle, puis après ça, on va répondre aux questions. Donc, c'est examen 1, section A seulement. On va quand même regarder les 6 questions ensemble. Je vais les lire à voix haute. Puis vous allez me dire de quoi ça parle. Moi, je veux juste savoir c'est quoi le sujet de cette affaire-là. Donc, si on regarde la première question, donc on a tracé dans le plan cartésien ci-contre la droite D1 perpendiculaire à la droite D2. Le point de rencontre des droites D1 et D2 est situé sur l'axe des Y. L'équation de la droite D1 est donnée. Quelle est l'équation de la droite D2? Ça parle de quoi ça? C'est quoi le sujet de cette question-là? Tu quelqu'un qui peut me le dire? Ouais, Thomas. On cherche l'équation de la droite des deux. Oui, mais le sujet, je veux que tu me dises, c'est quoi le sujet? Est-ce que ça parle de parabole? Est-ce que ça parle de trigo? Est-ce que ça parle-tu de statistiques? C'est quoi le sujet du numéro 1? Ah, je pense que c'est diarrhée de... Attends, c'est quoi là? Géométrie analytique, hein? Géométrie analytique. Si tu as fait dans le fond une feuille de formule, parce que ce serait bien d'avoir une feuille de formule, parce que tu as le droit à 2 feuilles de formule, je te l'ai dit. Si tu as fait une feuille de formule, puis tu l'as séparée avec des thèmes, ben ça fait partie de la géométrie analytique. Géométrie analytique, sous-section des droites. C'est pas distance, c'est pas le point milieu, rien de ça. Fait que juste marquer dans la marge qu'on parle ici de géo-analytique. Entre parenthèses, on parle de droite. Donc, ça peut être intéressant de le marquer juste pour prendre conscience. Parce que si tu pars un peu tout désorganisé dans ton examen puis tu ne sais pas que ça parle la question, là, ça va te nuire. Puis dans n'importe quel examen de maths, c'est un super bon truc
Tu lis la question au départ. Tu dis de quoi ça parle. Après ça, tu vas fouiller sur ta feuille de notes. On la fera tantôt. OK? On l'a fait tantôt. La question 2, ça parle de quoi? Donc, à l'œil. C'est quelqu'un qui peut me dire, je vous laisse à regarder, là, je ne le lirai pas à voix haute, mais ça parle de quoi? De parabole. Ça parle de parabole. Donc, on voit vraiment que ça parle de parabole. Il y a le sommet de la parabole, la règle d'une parabole. Ça parle de parabole et de droite aussi, parce que la question veut savoir la règle de la fonction g qui est une droite. Donc, ça parle de parabole et droite. Donc, on peut le marquer. Parabole et droite. OK? Fait que ça veut dire que tu sais que tu vas aller dans le chapitre des paraboles en forme générale, des droites en forme y est égal à x plus b. Donc, ça parle de ça. Puis qui se croisent en plus. Fait qu'il y a des points de rencontre. La question 3, ça parle de quoi? Trigo. On le voit clairement, on a un triangle avec deux angles, puis on peut faire une loi du sin même. On cherche BC. BC, c'est ce côté-là, mais on peut retrouver le troisième angle. Fait que oui, c'est la trigo. Puis si tu vas plus loin, tu peux marquer loi du sinus. Fait qu'on le voit, on sait ce qu'on va faire tantôt. Puis regardez comment ça rend, ça l'autre la pression. On se dit, waouh, je sais où ce que je m'en vais, je sais que j'ai une question de trigo. Au lieu de faire comme, ça parle de quoi, je comprends rien, tu risques d'avoir beaucoup moins souvent des blocages si tu travailles de cette façon-là dans tes examens que si tu y vas à peu près n'importe comment. Là. Ah oui, question, je m'en allais dire, ils sont où les autres questions? Ils sont ici. Ça, c'est pas les bonnes questions, je vais changer de page. La question numéro 4, qui est la vieille matière, ça parle de quoi, ça? En fait, Pas des trucs opposés par les sommets, des trucs comme ça. ouais, avec les angles alternes internes opposés par le sommet, c'est de la vieille matière. Tu sais, je ne l'ai pas ôté du questionnaire parce que, dans le fond, en réalité, il y a une partie de SN de 4 qui parle des triangles, que peut-être que vous êtes en train de faire en CST, qui avait comme été ôté, là. Mais c'est juste un rappel parce que c'est de la vieille matière. Fait que oui, c'est sur les triangles en réalité, mais c'est de la matière de secondaire 2 presque, c'est sur les angles. Fait que j'ai marqué ici, c'est une question sur les angles, je n'ai pas parlé. Il n'y a pas de question sur les angles à l'examen, mais je ne l'ai pas ôté parce que ça ne me tentait pas. Je m'étais dit, bah, ils sont capables quand même, puis tout ça. Question numéro 5. Les angles équivalents. Pardon? Les trucs équivalents. Ouais, le truc équivalent, donc ça parle d'équivalent, ça parle de semblable, ça parle d'équivalent, ça parle de congru. Donc ça mélange un peu des concepts de semblable équivalent que vous avez probablement déjà vus, mais surtout avec les termes équivalents. Donc il y a un mélange d'un peu de tout. C'est sûr qu'à l'examen, ça va parler uniquement d'équivalent, ça ne fera pas de mélange avec semblable et congru parce que ça, on ne l'a pas vu cette année. Mais vous l'avez probablement déjà vu quand vous avez fait du K1, K2, K3 en secondaire 3. Mais on va mettre en évidence que ça parle de équivalent. OK, c'est un peu un mélange, là, parce que c'est des questions qui résument. Je les ai pas ôtées, parce que je m'étais dit, vous allez être capable quand même de pouvoir vous débrouiller là-dedans. Et la question 6, ça parle de quoi? À l'œil, là. De liaison. De liaison de nuages de points, donc ça parle des stats. Donc, stats, on peut parler de nuages de points. Tu sais, même si c'est facile, c'est important. OK? C'est sûr, vous allez en avoir à l'examen des questions sur des nuages de points. Elles sont super importantes. C'est des questions que tu te dis, hey, c'est du CST de 4, là. Je peux aller chercher des points gratos dans ce genre de questions-là. Fait que là, on vient de lire nos 6 premières questions. Maintenant, on va essayer de les faire. OK? On va repartir à la question numéro 1. Alors, oui, Samuel. Ouais, les questions sur les nuages de points, ça va juste être si c'est quoi, positif, négatif. Ben, quand on va la faire, tantôt, on va lire la question correctement. Tu sais, on va voir, tu vas voir, si c'est une question en choix multiple, c'est sûr que c'est généralement pas mal, c'est pas trop difficile, mais c'est une situation problème, ça pourrait être quelque chose sur Maillard, ça pourrait être quelque chose sur, tu sais, on pourrait se casser la tête un peu plus. Donc, c'est bon. C'est bon? Donc, question 1. Je vous laisse la lire maintenant qu'on sait que c'est la géométrie analytique sur les droites. Puis allez pas voir dans le corrigé du cahier. J'aimerais ça que vous essayiez de me trouver c'est quoi la bonne réponse et vous le marquez dans le clavardage. Puis après ça, je l'explique. Donc, on le fait comme sous forme de mini-test.
Je vous laisse, mettons, les questions en choix multiples, là, techniquement, là, ça devrait être pas mal maximum 3 minutes par question, OK? On les a lus tantôt. Fait que je vais voir ce que vous êtes capable de faire pendant que je me cherche un crayon qui écrit parce que j'ai pas le corrigé. Puis je vais les faire au fur et à mesure, moi aussi, même si c'est ça. Donc, go, vous marquez le corrigé, vous marquez la bonne réponse dans le clavardage. Allez pas tricher dans le corrigé, s'il vous plaît, quand vous l'avez trouvé. Satie était pas là, hein? Je la vois pas dans la gang. Satie, une fois, deux fois, trois fois, elle est pas là. Puis Justin est pas là, mais Justin m'avait averti. C'est beau. C'est juste pour finaliser. Alors, ben, la bonne réponse, en effet, c'est C. Et voici donc l'explication pourquoi c'est C. Alors, dans ce premier temps, on a une équation d'une droite en forme symétrique. Donc, l'équation en forme symétrique, il faut savoir qu'on a le A et le B qui sont les coordonnées à l'origine. Ça veut dire que ça, c'est l'équation de la droite D1. On sait que le A est ici, le B est ici. C'est ça que ça veut dire. Si je veux mettre l'équation de la droite D1 en forme fonctionnelle, ben, il y avait une façon de trouver la pente. La forme fonctionnelle, c'est Y est égal à AX plus B. Ben, il faut trouver la pente en faisant moins B divisé par A. C'est comme ça qu'on trouve la pente. Fait que l'équation de la droite D1, en réalité, si je la mets en fonctionnelle, c'est Y est égal à moins B divisé par AX plus B. Parce que ce point-là ici, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 0,B. La droite D2 a le même paramètre B que la droite D1 parce que les deux se croisent sur l'ordonnée à l'origine. Ça veut donc dire que la réponse n'est pas A et n'est pas D. Pourquoi? Parce que A, c'est une droite qui passerait à 0, 0, qui s'en irait à l'envers. Puis D, c'est une droite qui passerait par le paramètre A, mais le paramètre A, c'est le 0. Fait que ça n'a comme pas d'allure. OK? Fait que ça passe par 0,B. Fait que là, on a un choix entre B et C. Et là, ben, on va se dire comme question, ben, on a une droite qui est perpendiculaire. Donc, ça c'était pour Y1. Pour Y2, on a une droite qui est perpendiculaire. Ça veut dire que la pente, ça va être l'inverse de l'opposé. Fait que si on fait moins B sur A et on l'inverse, ça va devenir A sur B, X. Et on a la même ordonnée à l'origine, donc on va marquer plus B parce que c'est la même ordonnée à l'origine. Donc la réponse était C. Est-ce que ça va pour ceux qui se sont essayés? Oui. La question numéro 2 maintenant, je vous laisse la lire. Belle question. Pas trop difficile quand même, mais belle question. J'ai manqué de feuille de calcul dans pas long. Encore, je vous laisse, mettons, 3 minutes et demie. On va donc corriger, parce qu'il y a une coupe de D, hein, ça a l'air d'être évident que la réponse c'est D, puis c'était pas dur. Tu sais, ça a l'air dur au début quand on dit ouais, mais tu sais, tu as une équation d'une parabole en forme générale. Donc, ce point-là, ce qui est cool dans la forme générale, c'est que ça donne comme information l'ordonnée à l'origine. Fait que ce point-là, c'est le point 0,8, qui est aussi le paramètre B de la parabole. Donc, ton paramètre B, il faut qu'il soit 8. Fait que la réponse, c'est pas B, c'est pas C. Là, l'autre chose, c'est que je me dis, hey, la droite, elle s'en va en descendant, fait qu'il faut qu'elle ait une pente qui est négative. Fait que ça a une pente négative, ben la réponse, ça peut pas être A. Fait que c'est D. C'est tout. Il y avait zéro calcul. Au début, je m'en allais trouver mon point S en trouvant le sommet en faisant moins B divisé par 2A. Fait j'aurais pu trouver le sommet. T'sais. Mettons, ceux qui se demandent comment on trouve le sommet, ben, tu fais moins B. Ça veut dire, dans le fond, moins 6 qui fait 6 divisé par 2 fois 1 divisé par 2. Ça donne 3. Fait que ce point-là va être à 3, et là, je peux remplacer après ça le X par 3 pour trouver le Y. Fait que 3 au carré, ça fait 9. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18 plus 8. 9 moins 18, ça fait moins 9. Moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Donc, ce point-là est à 3, moins 1. J'aurais pu dire, je trouve le point 3, moins 1, puis après ça, faire y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver ma pente. Ça aurait marché, là. Tu aurais trouvé une pente de moins 3. Mais on s'entend pour dire que tu regardes la droite et négative. Tu fais comme, ah ben là, c'est évident. Fait que je m'en allais faire des calculs, puis j'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, j'ai la réponse. Fait que ça va pour ça pour la question 2. On va maintenant à la question numéro 3. Question de trigonométrie. Je vous laisse la lire. On a dit tantôt loi du sinus. Fait que vous êtes bien capable de faire ça. Puis on cherche la mesure de BC. C'est ça, BC ici.
J'essaierai d'autres affaires quand vous ne serez pas branché. Alors, tout le monde a répondu B, quelques A. Ben, la réponse c'est B. Pourquoi? Alors, explication. On est capable de trouver là-dedans la mesure de l'angle A assez facilement. Donc, la mesure de l'angle A, on le trouve ici en faisant 180 moins 35 moins 25 qui donne 120 degrés. Alors, je peux faire sin de 120 sur la mesure de côté BC que je ne connais pas est égal, par exemple, à sin de 25 sur 12. Donc, si je fais mon produit croisé, 12 fois sin de 120 divisé par sin de 25, j'arrive exactement à 24,59, qui est pas mal 24,6. Donc, la bonne réponse, c'est B. C'est sûr qu'à l'œil, là, BC est plus grand que BA. Fait que c'est sûr que la réponse, c'était pas C. Fait que si tu réponds C là-dedans, c'est parce que tu sais vraiment pas ce que tu fais. Ça va pour ça? On s'en va donc au numéro 4. Petite question rapide. On veut savoir quel est l'angle congru à l'angle S. Puis on sait là-dedans que D1 et D2 sont parallèles. Alors, je ne fais pas attendre Babel plus longtemps, il y a zéro calcul, c'est vraiment l'observation. Fait que l'angle S est ici. Les droites parallèles, c'est D1 et D2. Tu sais, on n'a pas parlé, mais c'est important. Ça fait partie des choses que vous avez déjà vues dans le passé, des fois qui peuvent revenir. Fait que ça, c'est mes deux droites parallèles. J'ai D1 ici, j'ai D2 ici. Mon Dieu, ça lag. Alors, ce qui est les parallèles, c'est ça qui va établir où sont les angles qui sont de même mesure. Fait que l'angle S, c'est sûr que la même mesure que l'angle ici qui est l'autre côté. OK? Ça veut dire que si je fais cet angle-là que j'ai remis en rouge, j'ai la même mesure. Mais si on regarde, le lien se fait entre les droites parallèles. Donc, l'angle S va avoir la même mesure que cet angle-là ici qu'on va appeler l'angle. Ben, le premier que j'avais fait, c'est un opposé par le sommet. Lui, c'est un angle qui se trouve à être correspondant. Puis lui, c'est un angle qui est alterne-externe. D4 n'est pas parallèle à D3. Fait que tous les angles sur D4 ne sont pas congrus aux angles qui sont sur D3. Fait que c'est pour ça que la réponse, c'est D. Fait que quand les droites ne sont pas parallèles, les angles ne sont pas congrus. Fait qu'il faut travailler sur les droites qui sont parallèles. Fait que la droite D4 est juste là pour vous mélanger. Question numéro 5. Il y a aussi là-dedans les mots semblables qui veut dire c'est du K1, K2, K3, puis congru qui veut dire identique. Alors, je vous laisse lire les énoncés. Il y en a un qui est vrai. Alors, on voit qu'on a une tendance vers le B. Quelques-uns ont répondu D. Tu sais, des fois, on se dit, on va y aller avec la majorité, mais là, c'est plate, mais c'est D la bonne réponse. Puis là, je vais fournir l'explication. C'est comme plate, hein? On répond B parce qu'on dit, hey, on a le feeling. Tu sais, bon, question A, là, si deux rectangles sont semblables, ça veut dire un petit peu un gros alors ils sont équivalents. Ben, c'est un petit rectangle et un gros rectangle, ils sont semblables, ils ont le même K1, K2, K3, là. Le même K, en fait. Ben, ils ne sont pas équivalents. Équivalent, ça veut dire la même aire. Si tu prends un petit rectangle avec un gros rectangle, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même aire. Fait que ça, A, c'était faux. B, si deux rectangles sont équivalents, donc si on a la même aire, alors les deux rectangles sont congrus. Là, on a tendance à dire c'est vrai, mais, tu sais, pensez-y. Je vais faire deux rectangles équivalents. OK? Juste pour vous prouver le contraire. J'en fais un qui mesure, mettons, qui mesure 2 par 8. Fait que l'air, c'est 16. Puis j'en fais un autre qui mesure 1 par 16. Ben, 1 par 16, 16. Ben, l'air aussi, c'est 16. Puis là, tu dis, hey, c'est vrai, ils sont équivalents les deux, mais ils sont pas pantoute semblables, hein? Ils sont pas pantoute congrus. Il y en a un écrapou, puis l'autre qui est plus moins écrapou, en fait. Fait que oui, ils sont équivalents, mais ils sont pas congrus. Alors B, c'est faux. C, ça dit deux carrés sont équivalents. Ben, équivalent, ça veut dire la même aire. Encore la même affaire. Tu compares deux carrés. Un petit carré avec un grand carré, ils n'ont pas nécessairement la même aire. Fait que C, c'est faux. Puis D, deux carrés sont semblables. Ben, en fait, des carrés, c'est comme des cercles, c'est comme des hexagones réguliers, n'importe quel polygone régulier. Quand tu as des polygones réguliers comme un carré, ben, ou des cercles, le meilleur exemple, c'est les cercles, ben, tous les cercles sont semblables. Parce que si tu compares les rayons entre eux, on a toujours des rapports qui font en sorte qu'un cercle, je peux l'agrandir puis le réduire. C'est la même chose pour un carré. Un carré, je peux faire une photocopie puis l'agrandir indéfiniment.
Puis il va toujours avoir des côtés qui sont proportionnels. On va toujours garder les mêmes angles quand on agrandit. Ça va toujours s'appeler un carré. Il va toujours avoir le même rapport. Fait que c'est ça dans le fond qui est cool. Semblable, ça veut dire que tu peux avoir des petits et des gros. On n'a pas parlé beaucoup, là. C'est de la matière de secondaire 3 mélangée de la matière de 4, le terme équivalent. Fait que oui, on ramenait des vieilles affaires. C'est une question un peu chiante. Tu ne veux pas avoir ça à l'examen. Question numéro 6. Nuage de points, là, on voit quand même, c'est mal imprimé, là, mais bon. Fait qu'on veut savoir lequel des énoncés est vrai. Ça ne devrait pas être si dur que ça, là. Ça devrait être bon là-dedans. Vous m'avez montré ça samedi passé que vous étiez bon. Bon, tout le monde est parti à écrire C, puis vous avez raison! La corrélation dans le groupe A, elle n'est pas négative, elle est positive. La corrélation dans le groupe A, ben, elle est moins forte que dans le groupe B. Hein, les points sont moins collés. La corrélation dans le groupe B, elle est positive, donc la réponse c'est C. Et D, le coefficient de corrélation du groupe B est plus proche de 0 que de 1. Ben, j'ai comme l'impression qu'il est plus proche de 1 que de 0. Plus proche de 0, ça veut dire que le nuage de points est en mode moton. On va retourner faire d'autres questions en choix multiple. On va aller dans l'examen numéro 2. Vous regardez, c'est cool de faire les examens comme ça parce que vous avez l'impression de comprendre ce que vous faites davantage. On est meilleur. C'est ça, dans le fond, la force de tout ça. Fait que je reste dans le même document. Je vais aller chercher donc les questions à choix multiples qui sont... Ah mon Dieu, j'ai l'examen numéro 2, mais où sont mes questions à choix multiples? Je suis sauté par-dessus. Ah, elles sont ici. Donc, je t'ai sauté par-dessus. À la page 17. Et là, on ne fera pas comme tantôt. Là, on va y aller quand même en disant, on lit la question, on se pose comme question, ça parle de quoi, puis on essaie de la faire. Donc, question 1, ça parle de quoi? C'est quelqu'un qui peut me le dire. Puis on essaie de la faire après. Droite. Droite, puis pas mal la même affaire que la question 1 de tantôt. Hein? Pas mal le même sujet. Fait que je vous laisse essayer de la faire. Let's go. Vous êtes capable de me dire ce que ça vaut la question 1. Puis là, il y a plein d'affaires là-dedans. M plus grand que 0. On le qualifie ça, puis on dit que M et N n'ont pas la même valeur. C'est juste que si tu remplaces par des chiffres pour faire de l'essai-erreur, pour que ça arrive de même en passant, là. Fait que c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est C, mais c'est rare que je suis comme ça, là. J'y vais par logique et non, je suis pas super convaincu que c'est C, puis depuis tantôt, j'essaie de faire des calculs puis me prouver pourquoi. Passif? Ben, j'ai pas été voir dans le corriger, honnêtement, là, mais je suis pas convaincu. C'est parce que, tu sais, la forme C, là, c'est comme un genre de forme symétrique qui en est pas vraiment une. Fait que elle me fatigue, cette forme-là, là. Je la sens pas, puis pourtant, ça devrait être ça, hein? Ouais. Oui, oui, c'est moi là, qui est comme un peu perdu, là. Euh, je veux juste montrer mon raisonnement. Puis d'après moi, c'est C, là. Puis je vais y aller par logique. OK? Si je vais par logique, la pente, c'est ce paramètre-là divisé par ce paramètre-là négatif. Donc la pente, seulement fonctionnelle, ça devrait être Y est égal à moins N. Oups, moins N, pas un M, moins N sur M X plus N. Ça devrait être la règle, ça, si je la mets, oups, plus N, si je la mets en fonctionnel. Donc, la pente devrait être moins N sur M. Ça veut dire que ça élimine la réponse A, automatiquement. Puis là, j'ai regardé mes choix de réponse, puis je fais, ben, B puis D, ils ont le même chiffre en avant du X, puis on veut savoir qu'est-ce qui est vrai. Fait que ça veut dire que ça peut pas être B puis D, on peut pas avoir deux choix de réponse pareils. Fait qu'il faut que ça soit C par élimination. Mais ça me convainc pas. Alors, si je veux vraiment me convaincre, je vais faire un tour de passe-passe. C'est que je vais prendre cette équation-là ici, puis je vais la transformer. OK? Je vais juste prendre en fait cette équation-là ici plutôt, puis je vais isoler le Y. Fait que si j'isole le Y ici, ça va me donner NY est égal à moins mx plus 1. J'ai juste envoyé le mx de l'autre côté. Et je vais diviser par n. Ce qui va faire y est égal à moins m sur n. X plus... C'est là, dans le fond, que ça me dérange
plus 1 sur n. Puis là, j'arrive avec une pente qui est moins m sur n. Puis c'est pas ça que j'ai. Mais j'avoue que cette question est un petit peu bizarre. On va avoir des équations une droite qui a la même pente que la droite D. Puis c'est pour ça que depuis tantôt, je la regardais, puis j'ai dit, voyons donc comment ça. Je suis aller voir le corriger, là, j'ai ça. Il y a peut-être une erreur dans le cahier. Hein, on va trouver des erreurs dans le cahier. On a dit, dans le fond, ça c'était la question, les choix multiples, le corrigé est probablement ici. 1, ça dit D. OK. Puis là, nous autres, on a dit C. That's weird. Puis il faut que j'aille voir D. D. D, voyons donc. Ça se peut pas qu'elle ait la même pente. Parce que si je le mets en forme générale, juste pour la cause, on a peut-être trouvé un caillot dans le problème, là, parce que je suis vraiment pas convaincu. Si je le mets en forme générale, juste valider, ça ici, je le mets en forme générale, je vais faire, ce que je vais faire, je vais ôter la fraction, fait que je vais faire fois m, ben j'ai envoyé le y de l'autre côté. Fait que ça me donne ici, juste effacer ça, là, parce que ça me dérange. On va valider pour voir si j'ai trouvé une erreur ou pas. Je le mets en général, je fais fois m. Non, j'envoie le y de l'autre côté, ça va faire 0 est égal à moins n sur m, moins y plus n. Là, je peux pas avoir, puis j'ai un x ici, en avant. Puis là, je peux pas avoir de m. Fait que je vais faire fois m. Ouais, fois m. Je peux pas avoir de fraction. Fait que ça va me donner 0 est égal à moins nx moins my, puis je fais fois m partout, plus nm. Puis là, je vais changer les signes. Fait que ça va faire 0 est égal à nx plus my moins nm. Donc, j'arrive à quelque chose qui a du sens. Mais pourtant, ici, je devrais avoir la même pente. Non, c'est vrai, la pente, c'est là, dans le fond, que je me fais avoir. La pente, il faut que le paramètre A puis le paramètre B, il me semble que c'était moins B. Je l'ai marqué dans ma feuille de formule du dernier cours. Juste aller voir ma feuille de formule du dernier cours. J'ai marqué comment passer de général. On aurait pu faire ça. J'ai pas été voir ma feuille de formule. Fait que feuille de formule du dernier cours dans Pont. Feuille de formule, c'est le fun, j'aime ça me planter un peu, c'est super cool, ça me fait du bien. Note de cours, donc de ce qu'on a vu au dernier cours, je ne le partage pas, mais je vais juste voir pour le plaisir. J'avais dit qu'en forme générale, trouver la pente, c'était moins A sur B. OK, fait que moins A sur B, ça veut dire ici la pente, on fait moins N sur M. On a la même affaire. Puis ici, on fait moins n sur m, mais ça fait moins n sur moins m qui fait n sur m. On n'a pas la même pente, donc la réponse c'est D. Les auteurs ont raison. Je m'étais gouré. Vous étiez vous autres aussi tous trompés. Alors, on s'est fait berner par le livre. C'est une question comme ça, là, je les déteste, ces questions-là. La raison pourquoi ils mettent cette information-là, c'est que, idéalement, tu peux, si tu veux, mettons que tu as cette question-là dans l'examen, là, remplace tes M puis des N par tes chiffres, puis fais-le partout. Tu sais, mettons cette question-là, j'aurais pu écrire X sur 4 plus Y sur 6 est égal à 1. Ça aurait pu être ma question. Okay? Je remplace N et M par 4 et 6. Je prends ça au hasard, là. Juste marquer mes chiffres comme du monde, là. C'est tellement humide chez nous que ma main colle sur ma tablette. Et là, puis je vérifie ailleurs. C'est-à-dire, j'aurais Y est égal, là, on a dit que le M valait 4, le N valait 6. Fait qu'ici, ça devrait me donner 6 quarts X plus B. Et ça devrait me donner... Puis là, avec ça, tu vas être capable de prendre tes formules puis de valider. Fait que ça peut être une façon de faire la job pour pas que ça soit trop mélangeant, de remplacer par des chiffres différents de 0 et pas égal les deux ensemble. On finit par la question 2 pour ce soir, une petite division parce que je trouvais que c'était important. Alors, sachant que le diviseur est divisé de 0, on veut savoir quels sont les facteurs du quotient. Donc, quand tu fais ta division, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi par quoi? Donc, faites la division puis factorisez dans le fond la division. C'est ça cette question-là. Fait qu'essayez de le faire, faites la division et factorisez par la suite. C'est une belle question. Je l'aime beaucoup.
Quand on demande les facteurs, on veut dans le fond que tu factorises ta réponse. Donc, un petit peu plus difficile, puis je vois le temps passer. Votre diviseur, êtes-vous arrivé à 2x au carré moins 3x plus 1 quand on fait la division? Ouais. OK. Fait que si on fait la division, je vais la faire juste ici dans le petit coin qui ne me reste pas beaucoup de place. Fait que quand on fait la division, je vais marquer 2x à la 3 plus x à la 2 moins 5x plus 2 divisé par x plus 2. Fait que x rentre combien de fois ici? Ben, ça rentre 2x au carré fois. 2x fois x, ça fait 2x à la 3. 2x fois 2, ça donne 4x à la 2. Je soustrais. Il me reste 0 ici. X moins 4x au carré, ça fait moins 3x au carré. J'abaisse le 5x, j'abaisse le 2. Donc, je me pose comme question, x rentre combien de fois dans moins 3x? Ça rentre dans moins 3x au carré, moins 3x fois. Moins 3x fois x qui fait moins 3x au carré. Moins 3x fois 2 qui fait moins 6x. Je soustrais. Ça s'annule. Moins 5x, moins, ça fait plus. Ça donne x plus 2. Fait qu'ici, j'ai un plus 1. 1 fois x, ça fait x. 1 fois 2, ça donne 2. Donc, mon polynôme, c'est 2x au carré moins 3x plus 1. Là, ben, prends tes choix de réponse puis multiplie-les ensemble. 2x fois x, ben, ça fait... Ben, tu sais, premièrement, 1 fois moins 1, ici, ça donne moins 1. Fait que c'est sûr que la réponse, c'est pas A. Fait que moins 1 fois 1, ça donne moins 1. C'est sûr que la réponse, c'est pas B. Fait qu'on a le choix entre C et D. Sauf que D, c'est deux polynômes qui ont un plus dedans. Deux polynômes positifs multipliés ensemble, ça aurait fait ici un plus. Parce que 2x fois x, ça fait 2x au carré, mais 2x fois 1, ça fait 2x. Puis 1 fois x, ça fait 1x. Puis 2x plus 1x, ça donne 3x. Fait que ça ne peut pas être la réponse de D. Fait qu'il faut que ça soit C comme la bonne réponse. Parce que 2x fois x, ça donne 2x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Puis moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Puis moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Fait que pour ce soir, c'est fini la pratique. Je vous invite à pratiquer maintenant dans le cahier. Pratiquer, 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 pratiquer. Venez me voir donc vendredi midi 30 la salle des profs au deuxième étage, local 217. Je vais vous attendre à vous donner le cahier réponse de la CD1. Fait que super important, on se voit samedi parce que je vais faire des questions qui vont pratiquer, préparer la CD1. Fait que je travaille beaucoup pour préparer la CD1, puis en même temps, ça sert pour la CD2 en passant. Puis c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions pour le mot de la fin?